bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la partie 2 de ce meet-up sur la musique électronique. Donc aujourd'hui, on va parler musique, mais surtout de composition. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous, dans les participants, avaient déjà participé au premier meet-up. Il y a un sondage qui va apparaître là sur vos écrans. N'hésitez pas à nous dire. Ça nous permettra de voir aussi si vous êtes nouveau pour cette partie 2 ou non. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là, le replay est disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le visionner si vous souhaitez en savoir plus, car aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail de la composition. Et puis, je te laisse la main, Étienne. C'est à toi. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? En Ouais, tout cas, très bonjour à bien. tous. Donc aujourd'hui, on va continuer cette présentation sur la musique électronique. Donc j'ai repris le sommaire de la dernière fois où on avait parlé d'un peu d'histoire, de l'histoire de la musique électronique, de comment en fait les évolutions technologiques avaient façonné des nouveaux styles, avaient façonné la musique en général, et avaient aussi donné naissance à la musique dance telle qu'on la connaît aujourd'hui, en créant de nouveaux genres. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous plutôt de la partie composition de la musique électronique. Donc pour ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs la dernière fois, je vais faire un rapide rappel pour remettre les concepts. Donc on avait dit la dernière fois que la musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences au cours du temps. C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, on pense souvent au son quand on pense à la musique, mais ce qui fait la musique, c'est aussi le silence, car si on n'a que du son, au final, ça devient du bruit. Donc c'est l'art de combiner ces sons et ces silences qui va donner naissance à de la musique. Et quand on parle de musique, on parle aussi de son, comme je viens de le dire. Et le son, concrètement, c'est une onde de pression qui se manifeste dans l'air qui nous entoure. Plus simplement, ce que ça veut dire, c'est que le son, en fait, c'est des vibrations de l'air. Et que pour créer du son, il existait en tout cas deux manières à l'origine. Soit en faisant osciller une pièce mécanique, donc ça peut être par exemple en faisant vibrer une corde de guitare, ou en tapant sur une peau d'une percussion. Cette vibration va créer des vibrations dans l'air, qui va créer du son qui va être capté par notre oreille et décodé en tout cas par notre cerveau comme du son. Et on peut aussi créer du son en faisant résonner de l'air dans une cavité. Donc cette fois-ci, on parle plutôt par exemple des instruments avant, mais aussi de notre voix en fait, où on va faire résonner de l'air dans notre gorge et qui va pouvoir permettre de créer des sons. Donc à l'origine, on avait ces deux manières-là de créer des sons. Mais dans le début du siècle dernier, les scientifiques ont trouvé qu'on pouvait également créer du son à partir d'un signal électrique. Cette création de son à partir du signal électrique a donné naissance donc à la synthèse sonore. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en utilisant différents types de formes d'ondes, donc avec un circuit électronique qui génère des formes d'ondes, on pouvait transmettre cette onde à un haut-parleur qui lui-même transmettait cette onde dans l'air et donc créait du son et était audible. Donc pour générer ces signaux, on a différents types de formes d'ondes. Comme je disais, comme le son est une onde, on peut utiliser différents types de formes d'ondes qui vont produire différentes sonorités. Et c'est le principe même de la synthèse sonore et des synthétiseurs. Donc ici, j'ai mis 4 des plus connus des ondes sonores qu'on peut générer avec un circuit électronique. Donc l'onde de sinus, l'onde carré, l'onde triangle et l'onde dent de scie. Et à partir de ce signal-là, en fait, on va pouvoir appliquer certains traitements dessus qui vont nous permettre donc de sculpter le son. Donc on va pouvoir partir de cet oscillateur qui génère une onde électronique, appliquer un filtre dessus pour filtrer une certaine partie des fréquences. Car en fait, quand on parle d'onde de son, on parle aussi de longueur d'onde, en fait, et en fonction de la fréquence de cette onde, on va entendre une note plus ou moins aiguë ou plus ou moins grave. Et lorsqu'on génère une forme d'onde, on va générer un signal, on va générer une note, donc à une fréquence donnée, mais également on va générer tout un tas de fréquences parasites autour, qu'on appelle les harmoniques. Et grâce à un filtre, en fait, on va pouvoir sélectionner si on ajoute ou si on enlève une partie de ces fréquences. Et donc ainsi, on va pouvoir déjà commencer à modifier, à sculpter le son. Et ensuite, on va pouvoir appliquer une enveloppe, donc ce qui va permettre de gérer les volumes de ces sons dans le temps, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si on génère un signal
instantané, on va avoir le son instantané, mais on peut aussi décider de faire monter le son progressivement, baisser progressivement, pour donner différents types de mouvements dans le son, différents types de textures aussi. Et enfin, on va pouvoir amplifier ce signal pour le faire passer à un haut-parleur et qu'on puisse l'entendre. Donc concrètement, voilà, comme je disais, la synthèse sonore, c'est la base, c'est le cœur des synthétiseurs, donc qui permettent de créer des sons à partir des signaux électriques. Et pour vous expliquer, on va dire plutôt vous montrer un peu plus comment ça fonctionne, j'ai ouvert ici une page. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Non, le partage d'écran, c'est enlevé. Ah, je vais repartager mon écran alors. Partage d'écran, tout l'écran. Partager. Nickel, on voit bien. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais, on entend, c'est voilà. Bon. Donc ici, en fait, pour un peu montrer ce que je viens de vous dire, on peut choisir là ce dont je parlais tout à l'heure, les différentes formes d'ondes. Par exemple, ici, on a une onde sinus. On entend un son plutôt pur, en fait, parce que l'onde sinusoïdale a très peu d'harmoniques, très peu de fréquences parasites. Mais si on écoute d'autres formes d'ondes, par exemple la triangle, déjà on a un son un peu plus granuleux. Et si on passe sur la carré, voilà, on a un son déjà beaucoup plus agressif. Donc voilà, c'est et la forme d'onde d'Annecy, voilà, qui nous permet de générer un signal. Voilà ce qui se passe dans le synthétiseur à la toute base. On choisit une forme d'onde qui va générer donc un signal, et ensuite on va pouvoir y appliquer différents traitements. Par exemple, je parlais tout à l'heure donc du filtre qu'on peut appliquer dessus. Donc ici, on entend un son qui est filtré. Donc en fonction de comment on joue avec le filtre, on va pouvoir déjà rendre le son plus ou moins agressif. Et ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres modules, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure, l'enveloppe, qui va nous permettre de gérer le signal et gérer comment le signal réagit en fonction de ce qu'on joue. Donc, par exemple, si on augmente l'attaque, on sent que le son monte et redescend plus doucement. Voilà, on peut jouer sur ça. Par exemple, pour commencer déjà à sculpter un peu notre son. Et en fait, ce système de sculptage de son et de synthèse sonore, donc c'est ce qui est à la base des synthétiseurs, et on peut jouer ainsi en ajoutant différents types de modules. Là, j'ai parlé des principaux, donc le filtre, l'enveloppe, mais on peut en ajouter plein d'autres qui vont avoir d'autres effets sur le son et qui vont nous permettre de générer une très très grosse variété de sons, ce qui a permis de créer une très grosse variété de styles aussi, grâce à la musique électronique. Pour revenir sur la présentation, je parlais donc des synthétiseurs dans le début du siècle dernier, mais ce qui a vraiment permis de populariser la musique électronique et de populariser l'utilisation des synthétiseurs, c'est les travaux de Robert Moog ici, qui a créé donc le Moog Modular et le Mini Moog dans les années 70, au tout début des années 70. En fait, qui, grâce à la miniaturisation des composants électroniques, a pu rendre un synthétiseur qui au début était une très très grosse machine qui prenait toute une pièce, de plus en plus petit et de plus en plus portable et utilisable pour les musiciens, que ce soit sur scène ou dans les studios. Et donc c'est à partir des années 60-70 qu'on voit exploser l'utilisation des synthétiseurs dans la musique. Et ainsi on voit de nouveaux styles de musique apparaître, les styles qui existaient déjà changer, et on voit la musique électronique s'immiscer dans un peu tous les styles de musique qui existaient à l'époque. Et au niveau des années 80, on va passer à l'ère du numérique, et donc là on va voir de nouveaux instruments se créer, de nombreux instruments se démocratiser, et donc encore une fois de nouveaux styles se créer. On a notamment l'apparition des boîtes à rythme dans les années 80, donc qui permettent de générer des rythmes, comme son nom l'indique, pour émuler une batterie.
Donc on peut programmer des rythmes sur cette machine et en fait les sons qui vont être synthétisés sont censés représenter des sons de batterie mais de manière synthétique. Et on va aussi avoir dans les années 80 l'apparition des samplers donc, qui permettent d'enregistrer des petits bouts d'audio. Donc à l'origine, ils le faisaient surtout sur des disques vinyles. En fait, ils enregistraient des tout petits morceaux qui vont pouvoir étirer, raccourcir, changer la tonalité, etc., répéter aussi. Et donc grâce à ça, déjà, on va pouvoir utiliser des musiques existantes comme matière première et en quelque sorte les remixer, c'est-à-dire les réutiliser des petits échantillons de musique pour en faire un nouvel instrument ou un nouveau son, en fait, grâce à l'utilisation des samplers. Et bien sûr, les synthétiseurs se démocratisent avec de nouveaux et de nombreux synthétiseurs qui apparaissent, qui ont chacun un peu leur particularité, leur sonorité, qu'on va retrouver dans énormément de musique de ces années-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que même si ces synthétiseurs ont été créés dans les années 80, on les utilise toujours aujourd'hui dans la musique, quelle que soit la musique, et beaucoup aussi dans la musique pop actuellement. Et enfin, pour montrer un peu le parallèle entre les évolutions technologiques et les styles de musique, on peut voir qu'au fil du temps, en fait, au fil des inventions et des avancées technologiques, on voit de nombreux styles se créer, se développer. Et notamment, par exemple, ici, on peut voir que du jazz au blues, on est passé au rock and roll grâce à l'apparition du disque vinyle dans les années 40 et aussi, bien sûr, de la guitare électrique dans les années 30. Sachant que le disque vinyle a vraiment permis de populariser la musique, c'est-à-dire qu'il permettait à n'importe qui de l'écouter chez lui, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc de plus en plus de gens se mettaient à écouter de la musique à partir des années 40. Et ensuite, on a vu apparaître, donc comme on disait tout à l'heure, dans les années 70, les synthétiseurs qui se sont développés dans les années 80. Et là, on peut voir sur ce schéma-là qu'on a une explosion des styles et notamment la création de la dance music, mais également de d'autres styles à côté qui se sont développés. Et enfin, pour terminer donc sur cette partie des styles et de l'évolution des styles, je peux vous montrer maintenant le site Music Map qui est assez intéressant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Si tu veux, Étienne, tu peux cliquer sur la petite croix sur nos têtes. Comme ça, on verra. Ah oui, parce que vous devez vous ça voir va pas aussi. fermer le live. Voilà, nickel. Donc on ici, voit bien, en fait, ici on voit donc c'est une music map, c'est un site interactif qui est assez intéressant parce qu'on voit vraiment tous les styles de musique qui sont représentés. Donc ça va de blues, jazz comme je disais tout à l'heure, mais ici on a voilà la musique électronique en rouge, donc avec les gros styles comme la trance, house, techno, le hardcore, la drum and bass, breakbeat. Mais on a aussi d'autres musiques au-dessus. Et en fait ici on a l'échelle de temps, donc dans les années 1880 jusqu'aux années 2020. Et on voit vraiment l'évolution des styles. En fait, au début, on avait peu de styles et plus le temps passe et plus les styles se diversifient. Et si on zoome à l'intérieur, on peut voir que, par exemple, on prend un style comme la techno. Si on zoome à l'intérieur, on peut voir qu'il y a de nombreux sous-styles qui ont été créés. Et souvent, en cliquant ici, on peut voir un graphe qui nous permet de dire quels styles ont influencé ce style et de quel style par quel style ils ont été influencés aussi. Et donc, c'est assez intéressant quand on veut un peu découvrir comme ça tous les sous-styles de musique. On peut voir les liens entre eux. On peut voir aussi, grâce à ce site, en cliquant dessus, avoir un petit récapitulatif et écouter aussi des playlists de ces styles-là. Donc, c'est plutôt très intéressant si on veut explorer la musique, que ce soit découvrir de nouveaux styles ou un peu comprendre les liens entre les styles et les sous-genres, etc. de musique. Et on se rend compte aussi, en rentrant là-dessus, qu'il y a une variété énorme de sous-styles. Et encore, chaque sous-style peut avoir ses sous-sous-styles lui-même, et puis ça devient un écosystème énorme. Oui, parce que du coup, là, il y a tout qui est répertorié, donc potentiellement, il y a des styles de musique qu'on ne connaît même pas nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé de fouiller un petit peu dessus et de découvrir d'autres styles dont j'avais pas vraiment conscience ou du coup je connaissais pas. Et en cliquant sur les playlists, ça permet d'aller écouter. Des fois, on découvre des choses intéressantes aussi. Excellent. Merci beaucoup pour le partage, Étienne. Pas de souci. Si jamais vous avez... Ah ben voilà, j'allais dire, si vous voulez, je vais vous mettre le lien, mais le lien, je viens de voir, est dans le chat.
Et donc, pour continuer là-dessus, on a parlé donc des styles, de l'évolution des styles, et maintenant on va parler de composer la musique électronique. Donc concrètement, comment on compose de la musique électronique. Donc pour parler de ça, je voulais parler aussi d'une formation classique, entre guillemets, c'est-à-dire un groupe de musique classique sans la partie électronique. Très souvent, on va retrouver une batterie, on va retrouver des guitares. Par exemple, ça, c'est plus pour un groupe de rock ou de pop rock ou autre d'ailleurs. On va aussi retrouver une basse, souvent un clavier ou un piano et du chant sur ces formations-là. Ce qui va se passer en musique électronique, c'est qu'en fait, on va remplacer presque tous ces instruments, ou tous, ça dépend des styles et ça dépend de ce que vont faire, par des machines en fait. Donc cette fois-ci, on n'aura pas des musiciens qui joueront ces instruments-là, mais on aura des machines qui joueront d'autres sons et qui vont en quelque sorte remplacer ces sons-là par de nouveaux sons, d'autres sons. Mais comme on travaille cette fois-ci avec des machines, on n'a pas besoin d'avoir un musicien par instrument, pardon. On va pouvoir programmer de nombreuses machines qui vont toutes gérer de la musique ensemble. Donc on peut faire beaucoup plus de choses avec la musique électronique. Donc ici, par exemple, pour représenter la formation qu'on avait juste avant, on peut réutiliser la même chose, mais qu'avec des machines, donc avec une boîte à rythme qui va faire office de batterie, avec des synthétiseurs qui vont remplacer la partie guitare, mais aussi la partie chant, par exemple. Donc que ce soit la guitare rythmique ou la guitare solo, ou le clavier ou le piano. Et l'utilisation de samples qui vont pouvoir aussi remplacer la voix, par exemple, en mettant des petits bouts d'audio dans la musique. Donc pour parler des différents rôles, des différents éléments qu'on va retrouver ici. Donc là, on a la boîte à rythme. Et la boîte à rythme, bon, comme je disais tout à l'heure, comme son nom l'indique, va générer des rythmes. Et en fait, quand on parle de rythme, si on reprend les bases de la batterie, on a différentes sonorités sur une batterie. On va avoir donc le kick ou la grosse caisse en français, qui est le son plutôt boom, plutôt fort, plutôt mat, qui va vraiment marquer les temps. On va avoir le son snare ou clap, donc qui va lui plutôt marquer le rythme. Et ensuite, on va avoir les hi-hats qui sont les percussions qui vont donner en fait un certain groove à la musique, qui vont aider à retrouver un peu la rythmique, et les percussions qui vont pouvoir rajouter par-ci par-là différentes sonorités sur le rythme. Et donc en fait, c'est tous ces éléments-là qu'on va pouvoir programmer dans une machine comme une boîte à rythme. Et quand on parle de programmation de rythme, il faut aussi parler un petit peu de la partie mathématique de la musique, c'est-à-dire comment sont divisés les temps dans la musique. Donc, principalement, dans la majorité des musiques, on va avoir des mesures qui sont divisées en temps. Quand on parle de temps, souvent on dit qu'on a 4 temps par mesure, ça c'est la plupart des cas, mais bien sûr on peut faire un peu ce qu'on veut, mais ce qu'on écoute c'est 95% du temps 4 temps par mesure. Et ces mesures sont divisées en phrases, donc on peut avoir par exemple 4 mesures qui forment une phrase. Donc en fait c'est une phrase, c'est un motif rythmique pendant lequel une mélodie va pouvoir se jouer ou un rythme va pouvoir se jouer, et à la fin de la phrase on va répéter en fait ce motif rythmique. Et ainsi, on va créer des phases plus longues dans la musique qu'on va mettre les unes après les autres, et on va pouvoir les moduler au cours du temps. Donc, quand on programme une batterie électronique, donc là, on revient sur la notion de mesure ici. Et là, j'ai montré un peu les temps qu'on peut avoir. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a souvent 4 temps. Et on va pouvoir, sous forme d'une grille, en fait, programmer chaque élément à quel moment on veut qu'il soit joué. Donc ici, on peut voir par exemple que la ligne du kick va être jouée tous les 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est un motif classique de dance music, où le kick va vraiment jouer sur tous les temps. Tous les temps, on va marquer le temps fort en fait, pour vraiment avoir ce repère rythmique, et donc cette envie de danser en fait, avoir en permanence le rythme qui est répété. On va par exemple ajouter les claps sur les 2 et le 4, qui permet de se repérer un peu mieux dans le temps. Et on va ajouter des hi-hats en contre-temps cette fois-ci, qui vont donner ce côté un peu sautillant à la musique, qui vont aussi donner un peu envie de danser. Donc pour montrer un peu ça, montrer un exemple, j'ai ici un site, alors je ne sais pas si vous voyez bien,
qui permet de programmer en fait une machine, une drum machine, comme on le ferait en musique électronique. Donc ça émule une drum machine. Et on peut avoir un exemple de ce rythme que je présentais tout à l'heure ici. Donc là, on voit bien que le kick, donc le temps fort, est marqué à tous les temps, et le hi-hat en contre-temps donne ce côté sautillant, et le clap qui ramène à chaque fois le deuxième et le quatrième temps. Donc on a vraiment une structure rythmique assez marquée. Et quand je vous montrais tout à l'heure la grille en fait d'une seule mesure, ici souvent les boîtes à rythme fonctionnent sur ce principe-là, c'est-à-dire que si on veut programmer le bass drum, donc le kick comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir sélectionner les temps sur lesquels on veut qu'il joue. Donc là par exemple le premier, le cinquième, le neuvième et le 13e, sachant qu'ici c'est des subdivisions à chaque fois de subdivisions de temps. Donc en fait ici on a 4 temps mais qui sont sous-divisés en 4 sous-temps eux-mêmes, etc. Et pour revenir donc sur ce schéma rythmique, ici je peux vous en montrer un deuxième, où cette fois-ci on va voir par exemple que le kick n'est pas sur tous les temps, mais il va se retrouver lui-même à contre-temps, avec des hi-hats qui sont plus présents, et cette fois-ci on va pas avoir donc le temps fort qui est marqué, mais on va avoir un contre-temps en fait qui va nous donner une espèce d'appel contre-appel, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps fort marqué, puis un silence, puis un temps fort qui est marqué mais en contre-temps, etc. Et ça va donner une structure rythmique un peu différente à la musique, qu'on va retrouver notamment dans les styles comme la drum and bass, qui sont des styles très breakés, qui sont pas très linéaires, comme on peut retrouver sur la house ou la techno, comme je montrais avant. Là, cette fois-ci, on va avoir des styles qui sont très breakés. Donc, le mieux, c'est que je vous montre un exemple, encore une fois. Donc, cette fois-ci, avec un autre rythme que j'ai composé sur cette machine, où on marque pas tous les temps forts, mais cette fois, on utilise le contre-temps. Donc on voit ici que l'effet n'est pas le même, on a moins ce côté dansant et sautillant, on a plus ce côté rebond du fait que le rythme soit breaké. Donc voilà un peu pour les deux principales structures rythmiques. Évidemment, quand on programme une machine comme ça, là, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser, on peut tester plein de choses, on peut tester les rythmes qu'on veut. Et ça, c'était pour vous montrer un peu les deux rythmes principaux qu'on va retrouver dans la musique électronique. Donc comme je disais, le premier qui donne plutôt des styles comme la techno, la house, le deuxième plutôt des styles comme la jungle, la dubstep notamment. Et maintenant, je vais vous parler aussi de ce qu'on peut faire avec les synthétiseurs comme sonorité. On a juste une petite question dans le chat qui est basée sur un petit peu la partie d'avant, de Léo, qui nous demande est-ce qu'on compte les pédales à effet des guitares basses comme des synthétiseurs sampleurs ou pas? Alors non, on compte plutôt dans la catégorie des effets, c'est vrai, dont j'ai pas encore parlé. Mais c'est vrai qu'on va souvent utiliser ces effets-là pour donner de la texture au son. Et notamment là, j'allais présenter les synthétiseurs, mais c'est vrai que ça va bien s'appliquer ici, car en fait, on va pouvoir générer des sonorités un peu comme je l'ai montré tout à l'heure avec un synthétiseur, et en rajoutant en plus de ça des effets, c'est-à-dire qu'on sculpte notre son de base et on rajoute des effets par-dessus. On va pouvoir créer encore des nouvelles textures, des nouvelles sonorités qu'on va pouvoir encore une fois sculpter comme on veut. Donc concrètement, ça fait pas partie des synthétiseurs ou des boîtes à rythme ou des sampleurs, mais ça fait partie des effets, c'est vrai, dont j'ai pas parlé, qui est une autre catégorie qui peut s'appliquer donc à la musique électronique ou à la musique plus classique, comme en rock par exemple, on voit souvent des effets de distorsion ou autre. Merci Étienne. Pas de souci. Et donc ici, voilà, j'allais présenter la partie synthétiseur, donc quel type de sonorité on va pouvoir créer avec un synthétiseur. Donc là, j'ai mis des grands classiques, on va dire, de sonorités qu'on va retrouver, qui vont en fait chacun avoir une place et un rôle différent dans la musique. Donc on a la basse, qui est comme la basse dans la plupart des musiques, qui va en partenariat avec la batterie marquer le rythme, avoir un son plus grave et vraiment un son plus résonnant. Et donc, il y a une partie légèrement mélodique, mais aussi beaucoup rythmique.
Et ensuite, on va avoir les parties comme les nappes ou les strings qui là vont être des sonorités beaucoup plus aériennes, on va dire, beaucoup plus planantes, qui vont se retrouver en fond dans les musiques et qui vont donner beaucoup de texture en fait à la musique, qui vont donner un effet très particulier à la musique. Et par-dessus, on va avoir les leads qui, eux, vont plutôt prendre la place soit des guitares solistes, comme un solo de guitare. En fait, on peut faire un solo de synthétiseur, ou alors prendre la place des voix des fois, car souvent on n'a pas forcément des voix dans la musique électronique. Et en fait, c'est en quelque sorte des synthétiseurs qui vont chanter des mélodies, si on peut dire ça comme ça, en jouant par-dessus le reste. Donc pour vous donner quelques exemples de ces sonorités qu'on peut retrouver dans la musique électronique, ici, ce qu'on peut faire avec un synthétiseur comme basse. Donc là, en fait, on voit que déjà avec un seul synthétiseur, on peut faire plein de sons différents, une palette de sons qui est beaucoup plus vaste, par exemple, qu'avec une simple basse. Et vu la diversité aussi des synthétiseurs qu'il existe, en fait, on peut vraiment créer plein de sons différents, de basses différentes. Et en fait, chaque son va aussi donner un peu ses caractéristiques au style. On va avoir des basses différentes dans la techno, dans la drum and bass par exemple. On va avoir des façons de sculpter le son différentes d'un style à l'autre. Et après, donc pour parler d'autres sons, on a ici par exemple les pads, donc qui sont les nappes, qui vont être plutôt les sons d'ambiance qu'on va avoir en fond de musique. Donc voilà, ça donne un peu une idée de ces sons assez aériens qu'on va pouvoir mettre dans la musique pour donner une certaine ambiance à un morceau. Et on a aussi la partie strings qui ressemble beaucoup, mais qui cette fois-ci va chercher à émuler en quelque sorte des orchestres, on va dire, des orchestres symphoniques. Donc vraiment des strings, donc des instruments à cordes comme des violons, des violoncelles, et qui vont aussi donner ce genre de texture au morceau. Et donc là, on peut parler aussi des effets dont on parlait tout à l'heure, parce que quand on crée ce genre de son, on va pouvoir ajouter des effets comme du reverb, par exemple, qui va donner une impression de son beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que du son classique sans effet, qui va donner un effet un peu plus renfermé au son. Et donc, en jouant sur les effets, on va pouvoir donner des textures et des ambiances particulières à nos sons. Et enfin, pour vous montrer un peu les sons qu'on peut faire pour des leads, par exemple. Donc ici, on retrouve un peu ce que ferait une guitare, par exemple, sur un morceau plus classique, en fait, en jouant une ligne soliste qui va évoluer comme ça au cours du temps. Donc voilà, en quelques exemples, un peu les sons qu'on peut faire avec des synthétiseurs. Évidemment, la palette de sons est tellement vaste, voire infinie, que on peut créer énormément de sons, on peut en faire ce qu'on veut, on peut s'en servir de la manière dont on veut. Et voilà, en quelque sorte, les sons principaux qu'on va retrouver dans les morceaux de musique électronique. Et enfin, je voulais parler aussi du sampling qu'on va beaucoup retrouver dans la musique électronique, qui, comme je disais tout à l'heure, donc le but, c'est de récupérer des audios d'une musique déjà existante. Donc,
pour sampler, en fait, on va avoir une phase qu'on appelle de dig. En fait, l'idée, ça va être de rechercher un petit morceau dans une musique qui va nous intéresser, qu'on va pouvoir découper, donc avec la phase cut ici. Et comme je disais, on va pouvoir modifier la vitesse de ce morceau, donc soit augmenter la vitesse pour le rendre plus aigu, baisser la vitesse pour le rendre plus grave, et ajouter des effets par-dessus. Et en fait, on va pouvoir complètement transformer un petit bout d'audio qu'on utilisait à l'origine en quelque chose de complètement différent. Et le sampling a notamment été beaucoup utilisé aussi, et d'ailleurs est la base du hip-hop, qui est un autre style qui n'est pas forcément considéré comme de la musique électronique, bien qu'il utilise des machines comme les sampleurs. Mais en fait, très souvent, ce que faisaient les producteurs, et ce que font d'ailleurs les producteurs de hip-hop, c'était de récupérer des petits morceaux de son, les triturer pour en faire complètement autre chose, rajouter un rythme par-dessus et venir rapper par-dessus, en fait. Donc, très souvent, les morceaux de rap et de hip-hop sont basés sur des samples d'autres musiques existantes. Et d'ailleurs, souvent, on s'en rend pas forcément compte avant de tomber sur le morceau d'origine. Et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir aussi. Quels sont les morceaux d'origine qui ont été samplés pour créer d'autres morceaux et se rendre compte de comment ils ont modifié le son de base pour en faire quelque chose d'autre, en réarrangeant la structure rythmique, etc. Et justement, moi j'ai une question, Étienne, par rapport à Oui. ça. En termes de droit d'auteur, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, vu qu'ils reprennent quand même la musique, vu qu'ils changent des choses dedans, est-ce il y a moyen de jouer avec les droits d'auteur ou non? Et justement, ça, c'est un très vaste débat dans la musique électronique et surtout dans la musique samplée. Car oui, il y en a qui revendiquent en fait le sample d'origine et qui disent qu'en fait c'est leur musique qui a été réutilisée, donc ils revendiquent les droits d'auteur. Il y en a certains qui disent qu'en fait c'est pas vraiment, c'est réinterprété, donc c'est comme faire en quelque sorte des covers de musique, c'est-à-dire la reprendre à sa sauce en se basant sur quelque chose d'autre. Donc ouais, c'est toujours un débat, un vaste débat. La question n'a toujours pas été tranchée et je pense que ce sera toujours un débat pendant longtemps encore. Mais oui, il y en a certains qui revendiquent les droits d'auteur sur les samples justement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a des plateformes qui existent pour le sampling. Parce qu'à l'origine, ça se faisait un peu de manière pirate, c'est-à-dire que les gens piquaient des morceaux, des petits bouts de samples sur des morceaux existants, les commercialisaient tels quels, et espéraient ne pas se faire repérer. Donc des fois, ils modifiaient tellement le son de base ou ils le mettaient tellement court pour pas qu'on s'en rende compte. Mais bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui s'en sont rendus compte au bout d'un moment. Mais aujourd'hui, il existe aussi des plateformes de sampling justement où on a une très très grande bibliothèque de sons qui sont alors soit libres de droit, soit sur lesquels en fait on va payer l'utilisation du sample, qui va permettre en fait de rémunérer l'artiste d'origine et donc de rendre le sampling légal. Ah, Voilà, ça c'est sympa, du coup. Au moins, enfin, il y a aussi celui qui est auteur, l'auteur originel, il peut avoir aussi cette visibilité, cette rémunération, entre guillemets, de son travail. voilà, c'est ça, c'est exactement ça aussi. On a des solutions qui existent et qui se mettent en place, et je pense que c'est plutôt une bonne chose justement de pouvoir aussi rétribuer à l'auteur d'origine l'utilisation de son sample, parce que des fois, et d'ailleurs très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que le morceau d'origine est très peu connu finalement. Et par contre, les personnes qui ont samplé ce morceau pour en faire un autre morceau, très souvent vont se retrouver avec des morceaux qui font le top des ventes et qui se retrouvent à des morceaux ultra connus. Alors que le morceau de base qui a été utilisé pour faire ce morceau-là n'est pas du tout connu. Et les personnes, d'ailleurs, des fois ne s'en rendent même pas compte que leur morceau a été utilisé pour créer un hit, en fait. Merci beaucoup, Étienne. De rien. Donc voilà un peu les différentes choses qu'on peut faire pour composer de la musique électronique. Et ici, je voulais vous parler un peu des étapes de la composition. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on parlait de sound design, donc de sculpter le son, de sélectionner aussi les sons qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on a toute cette étape-là qui consiste à se dire qu'est-ce que je vais utiliser dans mon morceau, quel type de machine je vais utiliser, quel type de synthétiseur je vais utiliser pour faire quel son. Donc voilà, on va vraiment chercher aussi souvent sur les synthétiseurs, comme on a vu, on peut faire une palette très très large de sons. Donc on va triturer le synthétiseur dans tous les sens jusqu'à trouver des sons qui vraiment nous intéressent pour notre composition ou pour notre musique. Donc ça, c'est toute la partie de sound design ou alors de sound sélection, comme c'est le cas par exemple pour le sampling, aller trouver le bon petit sample qui nous intéresse ou alors trouver les bonnes percussions
les bons samples de percussion aussi qu'on va pouvoir mettre dans notre musique, etc. Donc ça, c'est toute la première étape. Une fois qu'on a fait cette sélection-là, on va commencer à créer ce qu'on appelle souvent une loop. Une loop, c'est une boucle sur, comme je montrais tout à l'heure, sur un certain nombre de mesures. Souvent, on a 8 mesures, en fait, et on va faire notre loop à l'intérieur. On va faire un truc qui sonne bien, mais en fait, ça tourne en boucle en permanence. Donc, on a juste une boucle avec une idée de base. On a pu agencer les éléments comme on voulait. On a pu sélectionner les éléments qui sonnaient bien ensemble. Et là, il faut passer à l'étape suivante pour en faire une vraie musique ou un vrai morceau. C'est l'étape de l'arrangement, où on va espacer un peu dans le temps chaque élément pour en ajouter certains, en enlever certains à certains moments, créer de l'énergie qui varie dans le morceau. Et ensuite, on va passer sur la phase du mix, où là, on va essayer de faire en sorte que tous les sons qu'on a dans notre morceau sonnent bien ensemble. Donc, éviter qu'il y ait trop de sons qui se ressemblent, qui sonnent en même temps, car ça pourrait faire quelque chose de pas très audible. Et après, on va essayer de gérer les volumes aussi de chaque son. Certains sons qu'on veut vraiment entendre, on va les mettre plus forts que d'autres. Certains sons qu'on veut utiliser seulement pour faire une ambiance, on va les mettre plus faibles au fond avec certains effets, par exemple. Donc là, sur cette étape-là, voilà, on va vraiment gérer les volumes pour avoir le rendu qu'on aimerait avoir à la fin sur notre musique. Et enfin, l'étape de mastering, une fois que tout ça c'est fait, en fait, on va appliquer certains traitements pour que le son sonne puissant, sonne fort, en fait, et soit écoutable concrètement sur toutes les plateformes. Et il faut aussi prendre en compte, par exemple, les systèmes son sur lesquels la musique va être écoutée. Donc, que ce soit sur un téléphone où on entend très très peu les basses, dans une voiture où on les entend plus fort, ou alors sur un sound system d'un club, par exemple, dans une discothèque, il faut régler le son soit pour qu'il soit écoutable partout de bien, on va dire, d'une manière audible et intéressante, ou alors on va choisir aussi sur quel système on se base, où est-ce qu'on a envie que notre morceau soit écouté, et donc régler en fonction de ça. Mais voilà, c'est cette étape du mastering qui ajoute un petit coup de polish en quelque sorte à notre son pour qu'il ait un rendu professionnel de qualité, etc. Et donc, pour revenir voilà, à ce que je disais tout à l'heure, donc la partie sound design, on va pouvoir sélectionner nos sons, sachant qu'aujourd'hui, je vous parlais des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des samplers, mais grâce aux évolutions technologiques, en fait, on peut tout faire quasiment dans l'ordinateur. Enfin, on peut même tout faire. En fait, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui vont émuler des synthétiseurs, qui vont émuler des effets, qui vont émuler des boîtes à rythme. Et en fait, tout ça est géré en logiciel pour générer des sons qu'on veut utiliser dans notre production. Donc on peut ne pas avoir du tout de machine, simplement un ordinateur, télécharger des logiciels qui simulent les synthétiseurs et jouer avec comme si on avait le vrai synthétiseur pour faire nos sons. Ensuite, pour l'étape de l'arrangement, ça donne un peu ça. En fait, l'idée, ça va être de sélectionner qu'est-ce qu'on met à quel moment. Donc, on voit ici, par exemple, qu'il y a certains trous à certains moments. On a les batteries, si j'ai bien vu, en haut, en orange-rouge. Et on voit qu'on a certains trous pour créer, en fait, soit des tensions qui vont monter, soit des tensions qui vont redescendre. On va pouvoir un peu ponctuer le morceau comme ça, pour pas avoir quelque chose de trop linéaire qui serait ennuyeux ou quelque chose où il n'y a pas d'évolution. Et on va choisir comme ça les moments où on veut rajouter certains éléments pour ajouter certains effets dans notre musique, pour donner par exemple un caractère plus épique ou autre à notre musique, ou alors au contraire un côté plus lent, plus reposant à notre musique. Et notamment ici, on va gérer aussi dans la musique électronique ce qu'on appelle les drops. Donc je ne sais pas si vous voyez concrètement ce que c'est un drop, mais le drop souvent c'est une phase de la musique où en fait on va créer de la tension, faire monter les sons, donner l'impression qu'il se passe plein de choses en même temps, et d'un coup lâcher le plus gros moment du morceau en fait où tout se passe. Et donc c'est un peu ça aussi un peu à ça que va servir l'arrangement, c'est à quel moment je fais mon drop, comment je fais mon drop pour donner envie aux gens d'aller jusqu'à ce moment. Voilà, le build-up avant le drop, exactement. Comment je vais arranger mes éléments pour qu'au moment du drop, ça sonne vraiment épique. Voilà, donc c'est cette phase d'arrangement qui va servir un peu à ça. Et enfin, donc la phase de mix, comme je disais, où on va essayer de faire sonner tout bien ensemble, en réglant les volumes, en ajoutant des effets, etc. Et donc là, je vous ai parlé de la production de musique électronique, mais on peut aussi parler de live en musique électronique, parce qu'on peut se dire... c'est faisable et c'est facile. On peut créer de la musique en studio, mais concrètement, comment on fait pour la jouer sur scène?
Et justement, on a une question sur ça, Étienne, de Loïc, qui nous demande chaque track n'a pas le même mastering et comment les organisateurs de soirées events s'adaptent sur le réglage du son, car il peut y avoir des variations sonores en passant d'une track à une autre. C'est vrai que ça, c'est aussi un grand débat. En fait, souvent maintenant, ce qu'ils essayent de faire au niveau du mastering, ils essayent d'appliquer un traitement assez similaire à tous les types de sons qui vont être passés, notamment en club. On essaye souvent, enfin, il y a une tendance en tout cas à lisser un peu les masterings pour que ça puisse être écoutable sur tous les systèmes. C'est rare aujourd'hui qu'on master des morceaux pour simplement un système ou simplement un autre. On essaye de faire quelque chose justement qui soit écoutable partout, qui soit bien masterisé pour pouvoir passer en club, mais aussi sur un téléphone ou autre. Et c'est souvent là aussi que un bon mastering se voit et se ressent. Est-ce que le son a bien été construit pour être joué sur n'importe quel type de système. Et c'est vrai que des fois, on peut se retrouver avec des cas où les gens créent des musiques ou des tracks dans leur coin, dans leur studio, font pas forcément un super mastering, et quand on arrive en soirée, ça sonne pas terrible parce que justement le mastering n'a pas été bien fait, ou le système son du club a pas été bien pris en compte. On a soit trop de basse, soit pas assez de basse, donc ça devient un son trop puissant ou justement qui manque un peu de pêche. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en faisant du mastering, pardon, et qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que le mastering, en soi, c'est un vrai métier. Il y a des gens qui font que ça, d'ailleurs, dans la musique, juste du mastering, parce que c'est vraiment une science à part, on va dire. Et souvent, ça va de pair avec le mix qui est fait avant. Mais souvent, d'ailleurs, c'est pas forcément les mêmes personnes qui font le mix et le mastering. Souvent, ça va être l'artiste qui fait l'arrangement, le sound design, le mix, et qui va l'envoyer à quelqu'un d'autre qui, lui, va faire le mastering pour que ça sonne vraiment propre et professionnel, de qualité, etc. Merci beaucoup, Étienne. De rien. Et juste pour finir là-dessus, c'est vrai aussi dans les clubs ou dans les festivals, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y aura un ingé son qui va gérer le système du son, et en fonction de comment ça sonne en temps réel, il va essayer d'adapter aussi. Donc s'il y a un mauvais mastering qui passe, il va essayer de modifier un peu les paramétrages du sound system pour pas que ça sonne trop mal. Ou alors c'est le DJ qui peut aussi le faire directement sur sa table de mixage s'il est en train de jouer un son par exemple. Il va pouvoir régler aussi le volume pour essayer d'améliorer la qualité du son au moment où il le passe. Donc voilà, je parlais donc de ça, et d'ailleurs ça fait une belle transition parce que je parlais aussi de DJ et de live. En fait, une fois qu'on a fini notre musique, on a deux moyens de la jouer sur scène. Soit on la joue telle qu'elle a été construite et exportée via un DJ set, c'est-à-dire qu'on va simplement jouer les morceaux, donc les nôtres ou ceux de n'importe qui d'ailleurs, parce que le DJ souvent va passer des morceaux de plein de gens qui sont pas ses propres morceaux. Lui, son travail, ça va être vraiment plutôt de faire une sélection. Mais il y a certains artistes, par exemple, qui vont passer, mais que leurs morceaux aussi, qu'ils ont créés eux-mêmes sous forme d'un DJ set. C'est-à-dire qu'ils vont jouer les musiques telles qu'elles ont été créées en studio, simplement en les mettant les unes après les autres, en créant des transitions, en ajoutant des effets par-dessus. Mais on peut aussi jouer la musique en live, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les instruments électroniques qui vont sonner directement dans le système son du festival ou du club dans lequel on va jouer. Et pour ça, on a deux solutions. Donc la solution tout ordinateur, comme je disais tout à l'heure, où tous les synthétiseurs, tous les éléments de notre musique vont être gérés par l'ordinateur, soit via des logiciels, soit via simplement des enregistrements de petits morceaux de notre musique qu'on a fait et qu'on joue les uns après les autres. Soit on va pouvoir aussi carrément apporter nos synthétiseurs ou nos boîtes à rythme, etc. sur scène pour pouvoir les programmer en temps réel. Enfin, souvent, on les programme à l'avance quand même pour pas avoir à tout improviser sur place, mais il y en a certains qui aiment bien improviser aussi. On peut voir un peu les deux cas. Et donc, je vais passer à voilà, je voulais vous parler donc pour cette partie-là du MIDI qui permet en fait, c'est un protocole de communication entre instruments électroniques, pardon, qui permet de relier les instruments entre eux. Donc si on a une boîte à rythme, un synthétiseur par exemple, on peut les relier entre eux via ce protocole de communication, donc via des câbles en fait, qui vont permettre de les synchroniser déjà. Donc si la boîte à rythme joue un rythme, elle va envoyer ce rythme au synthétiseur qui lui va se caler dessus pour jouer ses séquences en fait.
Et on va pouvoir donc programmer tout ça soit via directement du matériel physique, soit aussi via l'ordinateur. Donc en fait, on peut programmer toutes nos séquences à l'avance sur l'ordinateur et demander à l'ordinateur de piloter tous les instruments qu'on a en physique, donc les synthétiseurs, les boîtes à rythme, pour leur envoyer des messages pour leur dire joue telle note, joue telle note, joue telle note, joue tel truc à tel moment en fait. Et comme ça, l'ordinateur est un peu le chef d'orchestre de la performance. Donc, comme on voit ici, voilà, le MIDI sert à relier tous ces instruments ensemble, à envoyer des messages des uns aux autres pour leur demander de jouer telle ou telle note, à tel ou tel volume, etc. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir un contrôleur MIDI, c'est-à-dire que c'est pas un instrument en tant que tel, c'est-à-dire que l'instrument, l'outil, en fait, c'est plutôt comme une télécommande. Ça permet de dire à l'ordinateur, je veux jouer telle note ou je veux jouer tel volume, etc. Et c'est l'ordinateur qui lui-même soit va envoyer ce message aux logiciels qui sont en interne, aux synthétiseurs logiciels, soit aux synthétiseurs physiques via du MIDI, pour les piloter et leur demander de jouer tout ça ensemble. Donc voilà, c'est comme ça qu'on construit un live set en tout cas. Et donc là, on peut voir un exemple d'une personne sur scène qui est en train de jouer. On a son ordinateur à droite, mais on a aussi toutes ses machines à gauche. Et donc en temps réel, il va soit lancer des séquences déjà programmées, soit il va jouer tout simplement un lead, comme on disait tout à l'heure, sur un synthé pour jouer en temps réel, soit il va modifier un peu les paramètres de chaque synthétiseur ou de chaque effet pour faire évoluer le son en temps réel. Donc voilà un peu pour cette présentation de la composition en musique électronique et du live.